Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expertise comptable et gestion. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on va vous prouver que l'on peut vivre de façon permanente à plus de 5000 mètres d'altitude, s'offrir une tranche de rire et de star à l'Alpe d'Huez et débuter la saison du ski avec un club emblématique de Grenoble. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés la présidente du club emblématique de Grenoble, Sophie Roure, bonjour. Bonjour Thibaut. Présidente du GUC Grenoble Ski. À côté de vous, Robin Pouillou, jeune membre de ce club. Bonjour Robin. Bonjour. Champion de ski alpin. En face de vous, elle est plutôt snowboard. Elle, désolé, c'est Laurie Baillet. Bonjour Laurie, qui nous parlera du festival de l'Alpe d'Huez tout à l'heure. Et puis, dernier invité de cette émission, Samuel Vergès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physiologiste au sein du laboratoire HP2, basé à Grenoble. Ça dépend, je crois, du CHU. Voilà, de l'université, de l'INSERM et du CHU. Ouais. Et du CHU. Le H, c'est pour hypoxie oui, dans ce labo hypoxie, physiopathologie. Ouais. Bon, les 2 P pour physiopathologie. Voilà. C'est une référence internationale, je crois, ce laboratoire, justement, en matière de recherche sur l'hypoxie. Oui, voilà, c'est notre thématique de recherche depuis plus d'une dizaine d'années. Et c'est vrai que maintenant, on est assez visible au niveau international. Ouais. Avec vous, on va partir dans la ville la plus haute du monde. Ça s'appelle la Rinconada, la frontière entre le Pérou et la Bolivie. Quelle altitude pour cette ville ? C'est une ville qui est allée sur la pente, je dirais, mais entre 5100 et 5300 mètres d'altitude. Plus de 5000 mètres d'altitude. On a tendance à dire, ou en tout cas à croire, qu'au-dessus de 5000 mètres d'altitude, l'être humain n'est pas capable de survivre longtemps. Pour autant, là, il y a, je crois, près de ou plus de 50 000 habitants dans cette ville. Plus de 50 000 habitants, au-dessus de 5 000 mètres. C'est vrai que jusque-là, on considérait que l'homme ne pouvait pas vivre à une telle altitude. Là, il y a de l'or dans la montagne. Du coup, ça a motivé, depuis les Incas, en fait, des habitants à vivre en permanence à une telle altitude. Mais c'est vrai qu'on se rend compte aussi que ces habitants, ils sont vraiment à la limite de ce qui peut être tolérable par l'être humain en termes de cette hypoxie, de ce manque d'oxygène, avec moitié moins d'oxygène qu'à Grenoble, par exemple. Alors, on voit effectivement la ville qui a colonisé les flancs de la montagne jusqu'au glacier. C'est une ville qui existe depuis longtemps ? Oui, voilà, donc les Incas étaient là, les Espagnols sont passés là, donc c'est depuis très longtemps qu'il y a des gens qui cherchent de l'or ici, avec l'évolution économique, il y a eu une explosion un petit peu de la ville ces dernières décennies, mais c'est une ville très ancienne, ouais. Pour chercher et trouver de l'or, le corps humain est prêt à se surpasser et à casser, on va dire, ce que la science peut avoir établi, c'est ça ? Oui, c'est ça, même si malgré tout, ces habitants, ils sont là depuis des millénaires, donc ils ont de fait des capacités de résistance à ce manque d'oxygène assez exceptionnel, mais on a aussi une grande partie de la population qui est malade du fait de ce manque d'oxygène, donc on est vraiment quand même aux limites de ce que l'être humain peut tolérer. Il y a des bébés qui naissent dans cette ville ? Oui, tout à fait, des femmes enceintes, des enfants qui naissent, qui grandissent, voilà, mais c'est vrai que c'est quand même des organismes qui sont usés au fur et à mesure des années. Ouais. Alors c'est une population qui vous a intéressé en tant que physiologiste. Vous êtes parti l'hiver dernier en expédition là-bas. Je crois que c'était la première fois au monde qu'une étude scientifique était menée sur une population qui vit à si haute altitude. Oui, tout à fait. À la fois, on savait que c'était la ville la plus haute du monde, la population la plus haute du monde, mais c'est aussi très difficile d'accès, ce lieu, à la fois au niveau logistique, puis au niveau des autorisations, de la sécurité sur place, etc. Donc on a de fait été la première expédition scientifique, médicale et humanitaire aussi, du coup, à se rendre dans ce cadre. Vous avez besoin, vous, de vous acclimater à l'altitude ou vous êtes arrivé comme ça direct et ça s'est bien passé ? Non, il faut quand même qu'on s'acclimate. Monter d'un coup à plus de 5 000 mètres d'altitude, pour nous, ça ne serait pas terrible. On fait un stop sur l'altiplano à 3800 mètres d'altitude. Et puis on monte là-haut. Malgré tout, on est malade pendant quelques temps. On essaie d'être suffisamment en bon état pour travailler quand même. Il ne faut pas être trop malade, parce que j'ai vu qu'il n'y avait que 2 médecins pour 50 000 habitants. Là, ce n'est pas les déserts médicaux, c'est pire que ça. Oui, tout à fait. Alors là, oui, il n'y a à peu près aucun encadrement médical. Nous, l'équipe, il y a à peu près la moitié de médecins. Mais la population elle-même est complètement livrée à elle-même. Et c'est vrai que quand on est sur place, la population nous réclame vraiment beaucoup. Et on est là pour les aider en ce sens-là, nous réclame d'un soutien médical.
Ouais, c'est une population que vous n'avez pas trouvée en très bon état de santé? Oui, alors comme on le voit sur les images, c'est vraiment une espèce de bidonville accroché à la montagne. Donc de toute manière, les conditions sanitaires sont difficiles. Il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de sanitaire. Donc c'est des gens qui vivent d'abord dans des conditions difficiles et en plus avec moitié moins d'oxygène. Donc au total, c'est sûr que la population n'est pas en santé optimale, je dirais. Ouais. Quelle expérience vous avez menée sur place avec ces habitants Alors en 2019, notre objectif, c'était de comprendre comment quand même l'homme pouvait réellement vivre en permanence à une telle altitude. Donc on a mesuré, recréé en fait un véritable laboratoire sur place pour décrire toutes les adaptations qui sont présentes chez ces habitants-là et qui sont exceptionnelles. On a vraiment fait des mesures jusque-là jamais vues auparavant chez l'homme. Par exemple, des quantités de globules rouges dans le sang énormes. Bon, un sang particulièrement visqueux du coup, et c'est ça qui crée pour une grande partie de la population, à peu près un quart, des problèmes de santé. Donc on a à la fois des adaptations incroyables et à la fois quand même une population qui est à peu près pour un quart malade du fait du manque d'oxygène. Donc on a aussi cherché à caractériser quelles sont les anomalies, les pathologies que développent ces habitants du fait du manque d'oxygène. On peut les considérer comme dopés. Aucun de ces habitants pourrait prendre le départ du Tour de France, par exemple. Là, ils ont vraiment franchi le cap des quelques globules rouges en plus qu'on recherche ou que les sportifs du Tour de France ont. Pour parler concrètement, on mesure ce que l'on appelle le taux de globules rouges dans le sang, l'hématocrite. Un sportif d'endurance, lorsqu'il est à 50%, c'est exceptionnel, voire même c'est suspicieux, en fait, 50%. Et là, les habitants, c'est du 70-80% d'hématocrite. Donc, c'est plus raisonnable, en fait, comme valeur. C'est plus efficace d'un point de vue des performances à l'effort. Et pour eux, ça devient presque pathologique. Pourtant, il y en a qui passent toute leur vie. Malgré tout, il y en a qui résistent, ouais, quand même. Sur place, il y a une espérance de vie plus courte, d'ailleurs, pour des habitants qui vivent Alors, on n'a aucune donnée non plus là-dessus. Bon, l'expérience de vie au Pérou est déjà plus faible qu'en France, par exemple. Mais dans cette ville-là, on ne voit pas de personnes âgées, en fait. Ouais. Nous, Européens, qui vivons à quelques centaines de mètres d'altitude, on pourrait survivre là-bas durablement ou pas? Oui, non, probablement pas. Là, on est vraiment dans des altitudes trop extrêmes, déjà trop extrêmes pour des gens qui sont là depuis des millénaires, qui ont tout le bagage génétique nécessaire. Mais pour nous, si on arrivait directement de la plaine, au bout de quelques années, on aurait sans doute des gros phénomènes d'usure, d'intolérance à cet environnement-là. Ouais. À quoi vont servir vos recherches là-bas? Alors, l'objectif, c'est d'abord pour la population locale d'arriver à aider ces personnes en termes de santé, en termes de qualité de vie, en particulier ceux qui sont malades. Donc, on a des objectifs de pouvoir aider la population du point de vue de traitement potentiel dont ils ont besoin, de conseils aussi pour comment vivre dans un meilleur état dans cet environnement-là. Et puis, travailler sur le manque d'oxygène, c'est aussi éclairer à la fois nous quand on sera en altitude, et puis éclairer un certain nombre de domaines de santé, en particulier dans le domaine des maladies respiratoires, où là, on a des malades au CHU de Grenoble, par exemple, qui manquent eux aussi d'oxygène. Donc, pas parce qu'ils sont en altitude, mais parce que leurs poumons, en fait, sont malades. Et donc, comprendre comment l'homme, les habitants de la Rinconada peuvent s'adapter plus ou moins bien au manque d'oxygène, c'est aussi éclairer la prise en charge des malades respiratoires dans nos hôpitaux, par exemple. Alors, vous allez repartir dans quelques jours pour la Rinconada, deuxième volet de cette Expé 5300. Voilà, donc c'est la deuxième phase où, après avoir essayé de comprendre au mieux les adaptations, puis aussi les phénomènes d'intolérance de cette population à l'altitude, on y retourne avec cette fois des traitements médicamenteux pour ceux qui sont malades, pour tester si on arrive à corriger un peu les anomalies de santé de cette population, enfin au moins de la partie qui est malade, et voir si à terme on pourra leur donner des conseils de santé, certains traitements pour qu'ils puissent vivre dans un meilleur état dans ces conditions-là. On parle souvent des bienfaits de l'altitude pour le corps humain, quand on prépare justement un événement sportif, c'est jusqu'à une certaine limite. Donc voilà, il y a vraiment un effet dose du manque d'oxygène. Probablement qu'un petit peu moins d'oxygène, comme sur le Vercors ou un peu plus haut, ça peut être bon pour notre santé. Par contre, là, à plus de 5000 mètres d'altitude, on est vraiment dans des domaines de trop forte privation de l'oxygène et là, l'organisme en souffre. Ouais. Non, faut oublier donc d'aller trop haut de façon permanente. C'est pas la première fois que vous étudiez les effets des choses extrêmes sur le corps humain. Vous aviez mené il y a 2 ans une expérience en lien avec l'Ultra Trail des 4 montagnes. On en voit quelques images. Un trail de plus de 160 km où vous aviez suivi des cobayes, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais c'était à peu près ça, avant, pendant et après la course. Oui, c'est vrai qu'en fait, étudier l'organisme humain dans des conditions un peu extrêmes, étudier les adaptations maximales de l'organisme humain, que ce soit au manque d'oxygène, que ce soit des efforts de très très longue durée, c'est vraiment un moyen de mieux comprendre le fonctionnement de l'être humain, de mieux comprendre jusqu'à à quel point il peut s'adapter, pourquoi dans certains cas il tombe dans une situation pathologique. Donc l'ultra-trail, c'est une des conditions extrêmes, un environnement extrême dans lequel aussi on mène nos travaux de recherche. Ouais.
Un ultra-trail à la Rinconada, c'est envisageable? Ça ferait peut-être beaucoup d'un coup. Ouais, vous feriez d'une pierre deux coups. Ouais. Vous poursuivrez vos recherches là, sur l'ultra-trail cet été, puisque l'UT4M revient au calendrier du 16 au 19 juillet. Voilà, tout à fait. Donc on a un projet à long terme de recherche en partenariat avec l'UT4M sur le ultra-trail. Et donc dès 2020, dès cet été, on va relancer donc, ce laboratoire de recherche avec des questions nouvelles, en particulier au niveau des contraintes ostéo-articulaires, au niveau des genoux, évalués par IRM chez des trailers dans le cadre de l'UT4M. Les genoux, effectivement, pour les trailers, c'est un endroit un peu sensible. Ça peut l'être également pour ceux qui pratiquent le ski de compétition. Et je me tourne vers Sophie et Robin. Sophie, présidente du GUC Grenoble Ski, c'est un des plus gros clubs de la région en matière de sport d'hiver. Oui, c'est vrai. Oui, donc c'est déjà un des seuls clubs citadins, mais c'est aussi un des plus gros. On est à peu près 700 adhérents chaque année. Donc je crois qu'on est le plus gros club du Dauphiné, mais voilà. Et puis on est un club assez diversifié puisqu'on est un peu un club multiglisse avec la possibilité de pratiquer du ski nordique sous toutes ses formes, du ski alpin bien sûr, qui était clairement l'activité d'origine du club, du ski freestyle, du snowboard. Et voilà. Pour se mettre en jambe, on a quelques images de freestyle justement d'un de vos champions qui s'appelle Julien Caillé. Oui. Voilà, qui aime bien faire des figures avec son corps. Il les fait plutôt bien, d'ailleurs. C'est des disciplines assez nouvelles qui attirent du monde, qui attirent des jeunes dans un club comme le vôtre. Oui, alors, donc nouvelles, pas si nouvelles, parce que je pense qu'il y a quand même des freestylers maintenant. Voilà, oui, c'est vrai que ça fait quelques décennies quand même. Oui. Mais effectivement, en pratique en club, c'est relativement récent. Et donc aujourd'hui, on a une relative petite section par rapport aux sections historiques, mais en tout cas très active. Et puis avec des jeunes qui s'expriment de plus en plus à haut niveau, parce que même si les freestylers parlent pas trop de compétition, c'est pas la compétition du slalom, mais c'est la compétition du plus beau saut, du plus haut saut. Et donc, voilà, on a au club aujourd'hui 3 freestylers, donc une freestyleuse un peu historique de Colline Balébaz, et puis donc 2 jeunes, Julien Caillé et Titouan Gauguillon, qui tournent sur le circuit. Donc, il y a quand même des circuits de compétition. Donc Coupe d'Europe, Coupe du Monde, évidemment. Oui, Colline qui avait remporté plusieurs fois les épreuves de Coupe du Monde. Oui, tout à fait. En compétition, Robin, tu fais ça toi avec tes skis aussi ou pas? Ouais, c'est ça. Ouais, tu sautes en l'air, tu fais des vrilles pas vraiment. Pas trop. Moi, c'est plus le slalom et le géant et tout ça. Du ski alpin, on va dire, classique. On parlait d'altitude un instant avec Samuel. C'est pas rare pour les skieurs, que ce soit nordiques ou alpins, de s'entraîner au-dessus de 2500 mètres d'altitude, Sophie. Oui, en début de saison, clairement, ils sont tous à la recherche de la neige et donc il faut aller haut. Donc là, on les voit là sur le glacier de Tignes. On peut voir sur le glacier de Tignes. Donc les fondeurs, ont l'habitude de commencer leur saison sur les skis. Donc de plus en plus à Tignes pour les Français. Il y a des glaciers en Autriche aussi. Voilà, donc en général, les vacances de la Toussaint peuvent se passer effectivement sur le glacier. Alors, s'ils s'entraînent sur les glaciers, c'est aussi que la neige est une denrée de plus en plus rare. Et puis, les scientifiques ne nous annoncent pas de bonnes choses pour les décennies à venir. Vous, en tant que présidente d'un club basé sur les sports de glisse, ça vous inquiète, ce changement climatique? Oui, bien sûr, ça nous inquiète. Bon, même si, finalement, des skieurs... Alors, les skieurs alpins, ils arrivent quand même relativement à trouver de la neige. Donc, je laisserai Robin dire où ils s'entraînent à peu près toute l'année. Parce que, même si, effectivement, ça commence à devenir une difficulté... sur le glacier des Deux Alpes, typiquement l'été. Mais par exemple, pour les Nordiques, ils ont des skis à roulettes et en fait, ils sont 8 mois peut-être par an sur des skis à roulettes pour s'entraîner et que quelques mois sur la neige. Mais voilà, il n'empêche que, bien sûr, qu'on est très concernés. Bon, à Grenoble, les sites, on va dire, d'entraînement pour les compétiteurs lors de nos sorties club, c'est essentiellement le Vercors pour les skieurs nordiques. Et les Sept-Lots ou Champs-Rousses pour les skieurs alpins. Et c'est sûr que toutes les années, on est confronté au démarrage de saisons compliquées avec des sorties qui ne peuvent pas, quelquefois, ne pas se faire, quoi. Alors Robin, toi, donc, tu as choisi le ski alpin, discipline traditionnelle des sports de glisse. Tu as hésité ou pourquoi tu es venu dans
dans ce domaine? Bon, ça s'est fait tout seul. J'ai commencé le ski assez tôt, vers 2-3 ans. C'est mon père qui m'y a amené. On ne peut pas le faire beaucoup plus tôt. Et après, c'est venu naturellement. Je voulais progresser. Du coup, je me suis inscrit dans un club et voilà, ça s'est fait comme ça. Qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline? L'adrénaline, la vitesse, tout ça, c'est cool. Sophie parlait des conditions d'entraînement. Effectivement, il n'y a pas de la neige de toute façon tout au long d'une saison. Comment ça se passe à ton niveau? On s'entraîne tous les jours, toute l'année? L'hiver, c'est tous les jours vu que je suis en sport-études. Et sinon, pendant l'été ou l'automne, on a des stages de 10 jours à peu près tous les mois pour garder un niveau. Ça t'arrive donc d'aller sur les glaciers aussi, ouais, t'entraîner? Ça change quelque chose de faire du ski alpin de compétition à 3000 mètres d'altitude par rapport au Sept-Lô, par exemple, à 1300? Ça sent un peu, on est plus fatigué et tout ça, mais non, ça va. Alors, il y a les compétitions, les entraînements, tu l'as dit, marier les études avec tout ça. Les saisons se superposent. Hein. La saison scolaire, c'est pratiquement la saison de ski. Ouais, c'est ça. Du coup, je fais le bac en 4 ans. Du coup, j'ai plus de temps, j'ai des horaires aménagés pour permettre de faire du sport en dehors pour toujours plus progresser. Voilà. Bon. C'est un club historique, le GUC Grolowski, qui va tranquillement sur ses 100 ans d'existence, encore quelques années avant de fêter le centenaire. C'est un club qui a connu aussi le plus haut niveau par le passé, 4 médailles olympiques au palmarès, une pour Jean Vuarnet. Alors là, on est dans les années 60. Je ne sais pas si autour de cette table, on était né à cette époque-là. 3 autres plus récentes pour Perrine Pellen. Dans les années 80, je vais te faire plaisir, Robin. J'ai retrouvé des images de Perrine Pellen. Alors, je ne sais pas si le style a évolué depuis à haut niveau. Qu'est-ce que tu en penses? Si, ouais, ça a pas mal échangé. Je te sens un peu moqueur quand même. Non. Le matériel a évolué, je pense. Ouais, c'est ça, oui, surtout. Avec les skis paraboliques, ça a bien changé. À l'époque, il n'y avait pas de ski parabolique, donc le style était différent. Mais Perrine Pellen qui a remporté 3 médailles olympiques sur 2 Olympiades, qui faisait partie du club de Grenoble. C'est aujourd'hui un des objectifs du club de reformer des champions de très haut niveau? Je ne peux pas vous dire non, mais c'est vrai que suivant les disciplines, le sport de haut niveau a évolué. Et donc je pense qu'en ski alpin, ça reste difficile de garder, on va dire, des futurs champions au sein d'un club comme le GUC jusqu'à l'âge, on va dire, de pratiquer à très haut niveau. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que voilà, les jeunes pousses prometteuses rentrent dans des structures de type comité, donc régionaux. Donc, ça peut être dans le Dauphiné, en Savoie, en Haute-Savoie. Et très souvent, surtout sur le ski alpin, ils peuvent être appelés par des plus gros clubs qui ont des structures plus adaptées pour s'entraîner à très haut niveau dès l'âge de 12-13 ans. Mais alors, c'est un peu moins vrai en nordique. En nordique, on espère. Donc là, aujourd'hui, on a quand même 7-8 athlètes de haut niveau qui ont entre 15 et 20 ans et qu'on accompagne, qu'on soutient un peu financièrement parce que le sport de haut niveau, ça coûte cher. Mais et donc oui, on a clairement quand même l'objectif de retrouver des champions en équipe de France sur nos disciplines dans les années à venir. Comment tu te projettes, toi, Robin? Tu t'es fixé des ambitions dans ta carrière de jeune sportif? Pas forcément, parce que faut être réaliste aussi. J'ai pas un niveau pour aller en équipe de France pour l'instant. Et du coup, je vais continuer à faire du ski, à me faire plaisir, essayer d'atteindre le niveau maximum. Mais voilà. T'es qu'au lycée, tu as peut-être encore quelques années de progression. Le ski alpin est quand même très dense en France. Donc on peut être sportif de haut niveau sans être en équipe de France aujourd'hui en ski alpin. Et donc, il y a les structures régionales et les lycées sport-études qui permettent de continuer à ce très haut niveau parce que finalement, en volume d'entraînement, c'est le même qu'en équipe de France si on veut rester quand même sur ces circuits-là. En attendant de participer ou pas un jour à des Coupes du Monde, tu seras ce week-end, Robin, au départ une compétition FIS citadine qui aura lieu au Sept-Lô. Tu peux nous expliquer ce que c'est que ces compétitions? Alors, c'est des compétitions ouvertes à tous qui ont une licence FIS. Ça peut être de n'importe quel pays et toutes les nations peuvent venir. Et c'est sous forme de 2 courses à chaque fois un jour. C'est 2 manches de slalom pour ce week-end. Alors, citadine, ça veut dire que c'est réservé au club de ville, pas au club de station, c'est ça?
Non, justement, c'est historique comme nom, mais c'est plus comme ça maintenant. Tout le monde, même les montagnards peuvent venir. C'est juste l'appellation. C'était un circuit qui avait été créé pour permettre aux clubs citadins d'avoir leur propre circuit. Et du coup, maintenant, ça s'appelle plutôt FIS C, et qui est le premier circuit FIS accessible à... Là, on voit des images de la Coupe d'Europe qui est fait étape à Vaujany il y a quelques jours. C'était le deuxième niveau international. Il y a les Coupes du Monde, les Coupes d'Europe. Les FIS citadines, elles se situent à quelle échelle Oui, il y a les FIS citadines, ensuite un niveau un peu plus supérieur, les FIS élites, ensuite les Coupes d'Europe et les Coupes du Monde. Voilà. Donc là, on aura une 4e division, si on peut le schématiser comme ça, ce week-end au Settlo, avec des coureurs de très bon niveau également. C'est un sport qui a du mal à attirer du public, en tout cas sur les stades de compétition, Sophie, que ce soit Coupe du Monde ou des disciplines. Oui, alors en Coupe du Monde quand même, voilà. En France, c'est compliqué sur le ski alpin de faire venir le monde. Ça marche mieux sur le biathlon. Oui, tout à fait. Mais bon, quand même, quand on regarde, quand elles peuvent avoir lieu en France, ce qui reste compliqué effectivement au début de saison, il y a quand même du monde, je pense, sur le ski alpin. En tout cas, je pense qu'il y a du monde derrière les écrans télévisés. Ça reste un sport qui reste médiatique. Après, c'est vrai que sur les courses de type FIS, c'est pas là où on va trouver le plus de public. Mais on en trouve quand même. Et bon, ça reste très impressionnant. Enfin, moi qui suis pas une compétitrice de ski alpin, je prendrais vraiment plaisir et même à ce niveau 4e division, ça fait déjà des sensations. Eh ben, il faut aller les voir 18 et 19 janvier, donc ce week-end au Settlo. Vous découvrirez les jeunes champions, notamment du club grenoblois. Vous disiez que vous veniez plutôt du nordique. Il y aura un autre temps fort, justement, pour le nordique, début février, 1er et 2 février, au col de Porte, avec là une épreuve qu'on pourrait qualifier de Coupe de France. Oui, voilà, c'est tout à fait le championnat de France, donc, qui s'appelle le SAMC National Tour, donc en biathlon. Donc où il y a des équipes de France seniors jusqu'aux licenciés. Donc pareil, donc en biathlon, on est licencié en général via des comités. Donc c'est en général 250 participants à peu près par jour, avec une épreuve de sprint, une épreuve de poursuite les samedis et dimanches 1er et 2 février. Et donc l'année dernière, je crois que vous étiez venu nous voir justement sur l'épreuve de janvier, où il y avait même Justine Breza, Antonin Guigona qui participaient, suivant le calendrier. Donc là, cette année, on ne sait pas encore, mais je crois qu'ils n'ont pas de compétition internationale, donc on peut s'attendre à ce que certains viennent se régaler aussi sur ces petits... c'est spectaculaire aussi, en tout cas à voir pour le public, 1er et 2 février, au col de Porte, qui est le stade de l'agglomération pour la pratique du nordique et notamment du biathlon. Samuel, le biathlon, ça vous parle, hein? Dans une autre vie, vous avez été en équipe de France de biathlon. C'est des souvenirs de jeunesse, et des bons souvenirs. Hein. On n'avait malheureusement pas de stade encore au col de Porte, mais maintenant il y a des super installations à côté de Grenoble. Donc, voilà. Vous étiez de la génération Raphaël Poiré, c'est ça? Oui, c'est avant ça, les Fourcades, à peine plus jeune. Voilà, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Bon. Vous pratiquez encore Le ski de fond, ouais. Vous étiez au GUC ou pas? Je suis venu au GUC depuis les Pyrénées jusqu'au GUC, ouais. Ah bah voilà, le club qui ratisse quand même... Très bien, parce que maintenant, des fois, ils ont plutôt tendance à aller dans le Vercors. Alors je fais un appel aux Pyrénéens. Vous pouvez venir au GUC, on vous accueillera volontiers. Bon, merci en tout cas à tous les deux. Je ne sais pas s'il y aura des champions de la glisse cette semaine à l'Alpe d'Huez, mais il y aura des champions du rire, en tout cas, Laurie. Hein. Ouais, donc du coup, le Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez commence mardi 14 janvier. Il se termine le 19. Alors, le festival a été créé en 1997. Il est chaque année le lieu de rendez-vous pour découvrir en avant-première les films de l'année. Alors, c'est le rendez-vous pour voir les équipes des films, les stars, les professionnels du cinéma au cœur de la station de l'Alpe d'Huez. Les projections ont lieu toute la journée dans les salles du Palais des Sports et des Congrès. Elles sont libres d'accès dans la limite des places disponibles. Et c'est ça une particularité du Festival de l'Alpe. Le public peut assister gratuitement aux projections. Le festival est devenu au fil des années la référence en matière de comédie. Alors il faut le savoir que la comédie, c'est le genre cinématographique le plus populaire et le plus fédérateur aujourd'hui du 7e art. Moi, j'aime bien rire quand je vais au cinéma, donc ça tombe bien. Je voulais faire un petit clin d'œil sur l'affiche du festival de cette année. Fais un clin d'œil. Voilà, donc c'est le King Kong de Richard Orlinski qu'on voit donc sur l'affiche, qui est connu, donc Richard Orlinski, connu notamment pour ses sculptures colorées d'animaux sauvages, et il était venu sur ce plateau
en mars dernier à l'occasion de la sortie de son spectacle Tête de Kong. Ouais, je me souviens bien, il fait partie des artistes français contemporains les plus vendus dans le monde, avec ces sculptures qu'on trouve d'ailleurs dans pas mal de stations de ski. Quand on parle de festival, on pense forcément au jury. Oui, donc cette année, le festival est présidé par le fameux José Garcia, donc acteur, humoriste, bout en train surtout. Il succède notamment à Omar Sy, Franck Dubosc et Alexandra Lamy. Donc José Garcia, il est un habitué du festival. Il l'a découvert en 97 avec l'équipe du film La vérité si je mens. Et cette année, il a promis de nombreuses surprises, mais surtout, il adore le sport et la station. Bon, on l'a vu sur des images, le ski, c'est pas trop son truc. José Garcia, également venu dans cette émission il y a 2 ans, était à la place de Samuel Vergès. J'imagine que le jury du festival n'est pas composé que de José Garcia, Bien même s'il prend de la place. Hein. C'est ça. Donc José Garcia est accompagné de Sabrina Ouazani, donc on l'a vu dans Plan Cœur, de Chloé Joannet, donc c'est la fille d'Alexandra Lamy, donc c'est elle qui a joué la mère dans Jamais sans toi, Luna. Que ça te parle aussi, j'imagine. Oui, on avait fait une émission avec les parents qui avaient inspiré cette histoire. Et puis Nicolas Benamou, donc réalisateur de comédies comme Babysitting, et il y aura aussi Bob Sinclair. Il était là, Nicolas Benamou. Il était venu avec José Garcia pour un film qui s'appelait À fond. Bob Sinclair, c'est le DJ ? Oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le cinéma, ça. Oui, donc en fait, José Garcia, c'est lui qui a demandé en fait, au DJ de venir faire partie du jury parce que c'est un ami de longue date. Il adore les comédies et surtout à première vue, il va avoir un regard un petit peu neuf sur le festival. Bon alors, il y a des films à voir, mais on peut aussi croiser des stars, j'imagine, toute la semaine sur les pistes de l'Alpe d'Huez. C'est ça, donc sur les pistes de l'Alpe d'Huez, à mon avis, tu vas pouvoir croiser du beau monde. Alors il y aura notamment, j'imagine, Isabelle Huppert et Liliane Rover. Donc elles jouent toutes les deux la daronne de Jean-Paul Salomé. Donc c'est l'histoire de Patience qui interprète judiciaire franco-arabe. Elle est spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des stupes. Et un jour, elle met le doigt dans l'engrenage d'un réseau et devient la daronne en plein cœur de Belleville. Il y aura aussi, j'imagine, du beau monde sur les télésièges. Donc tu risques de croiser Michel Larocque et Olivier Rosenberg. Ils sont là pour chacun chez soi. Dans les bars, à la Folie Douce notamment. Tu auras du beau monde. Au bar, à mon avis, tu vas retrouver Malcolm Youn, Audrey Fleurot et Arnaud Ducré. Ils viennent présenter Divorce Club. Donc ce film, c'est le rendez-vous des quarantenaires divorcés qui viennent de retrouver leur célibat. Et là, c'est la fête. Bon, au restaurant, qui on va croiser au restaurant ? Au restaurant, je pense que tu vas croiser Vincent De Dienne, à mon avis. Donc lui, il est là avec Terrible Jungle. Donc il a joué aux côtés de Catherine Deneuve. C'est l'histoire d'Eliot, jeune chercheur naïf qui part étudier un peuple mystérieux d'Amazonie. C'est aussi l'occasion pour lui de s'éloigner de sa mère, qui a une grande emprise sur lui. Mais sa mère décide justement de partir à sa recherche. Il y aura aussi l'espace bien-être. Et à mon avis, dans l'espace bien-être, tu vas retrouver Valérie Lemercier et Alison Weller. Elles sont là pour Forte, une histoire de remise en forme justement et de perte de poids. Bon, et dans le téléphérique qui monte au sommet de l'Alpe d'Huez. Là, je pense que tu croiseras peut-être Danny Boone, justement. Donc, il sera là pour présenter Le Lion, donc un film hors compétition. C'est le film d'ouverture du festival mardi à 20h. C'est l'histoire de Romain, médecin en hôpital psychiatrique, qui n'a d'autre choix que de faire évader l'un de ses patients, Léo, qui prétend être un agent secret. Donc, le film sera aussi en avant-première au cinéma Pathé et Chirol, mercredi, donc à 15h, en présence de Danny Boone et du réalisateur. Bon, il y a 8 films en compétition, 6 hors compétition. Et si vous n'avez pas l'occasion de monter voir ces films ou de skier à l'Alpe d'Huez, mardi à midi, il y a le train des stars qui arrive en gare de Grenoble. Il y a souvent les chasseurs d'autographes qui sont là à la descente pour essayer d'avoir quelques souvenirs avant que toutes ces vedettes montent passer une semaine dans les stations de l'Isère, puisqu'on parle de l'Alpe d'Huez, juste à côté à Vaujany, dimanche, il y a un temps fort également. Tout à fait, on va finir là-dessus. Oui, merci de pouvoir en parler. C'est effectivement pour ceux qui hésitent un peu et voudraient découvrir toutes les possibilités de glisse sur donc la neige. C'est l'événement Fête de la neige, qui est en fait un événement international, le World Snow Day, donc le 19 janvier, dans la station de Vaujany. Donc pour un forfait à 10 € la journée et ce qu'on appelle un pass découverte qui vous assure pour la journée à 1 €, vous pouvez venir découvrir. Donc il y aura une dizaine de stands, du télémark, du biathlon, du saut,
une course de ski alpin, du combiné, je crois. Enfin voilà, donc vous pouvez vous régaler sur tous ces stands et voilà, toute une équipe du comité du Dauphiné de ski sera là pour vous accompagner sur cette journée. Eh bien, merci pour ce bon plan. 10 €, c'est rare de pouvoir aller skier à ce prix-là. C'est l'occasion d'en profiter, surtout que les conditions sont très bonnes en ce moment en montagne. Il y a du soleil en tout cas. Merci à tous les 4. Nous, on se retrouve demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expertise comptable et gestion.